mais j'appréhendais vachement ma venue au Maroc. Parce que déjà parce que je suis marocain, en partie. Enfin, dans son intégralité, mais je suis franco-marocain. Et il y a beaucoup d'humoristes qui sont venus avant moi, qui faisaient des blagues françaises au Maroc, alors que moi j'ai envie de faire des blagues faites par un franco-marocain au Maroc. Donc ça nécessite déjà de travailler, de revoir sa copie, pour l'adapter aussi à ce qui se passe actuellement au Maroc, en Afrique, entre la France et le Maroc, et que les gens qui payent une place se retrouvent en se disant il a un peu travaillé. Je trouve ça difficile pour le public marocain de voir un artiste français venir et faire le même spectacle qu'il ferait à Mulhouse ou Saint-Étienne. Donc on a gardé quand même un gros cachet du spectacle, mais on va faire des choses quand même sur ce que mes yeux connaissent et savent du Maroc. Quand tu traverses la Méditerranée, tu te retrouves pas dans une vision en disant « Ah, on va leur parler comme ça ». C'est pire, pour moi, c'est plus insultant de venir au Maroc et dire « J'ai pris la Royal Air Maroc, il n'y avait pas de plateau repas ». Je trouve qu'il y a un humour colonial de la part de beaucoup d'humoristes français à l'égard du Maroc et de l'Afrique en général, qui sont déplorables parce qu'à la fin, tu es bien content de le trouver le vol de la Royal Air Maroc, qui plus est une bonne compagnie aérienne. Mais il faut arrêter de voir ce que revendique le Maroc, ou d'autres pays d'Afrique d'ailleurs, à l'égard de la France, c'est-à-dire de parler d'égal à égal. Il faut que nous aussi, artistiquement, en tant qu'artistes francophones, parce que c'est la culture qui nous lie, on parle d'égal à égal. Donc j'appréhende vachement parce qu'en plus, le Maroc est un peuple, les Marocains, ils ont un regard très particulier sur l'humour. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, pas dans la thématique, mais en tout cas dans les insultes. Mes thématiques, elles sont sulfureuses parce que je parle de politique, d'intégration, de désintégration. Mais venir en Afrique, et avec c'est Mohamed le producteur qui m'a fait venir, la discussion, c'est que quand il me l'a dit, j'ai dit ok, on y va, mais en y allant, je veux faire quelque chose de particulier. J'ai vraiment trop d'attaches au Maroc, même personnel. Enfin, tu vois, c'est un pays qui m'a vu grandir, qui m'a vu me développer, et je suis tellement impressionné par ce qui s'y passe, culturellement aussi, que j'ai envie de laisser, tu vois, un souvenir assez important. Et artistiquement, j'ai toujours trouvé déplorable l'image qu'ont pu donner, notamment, disons la vérité, certaines personnes de banlieue. C'est-à-dire que tu te comportes, c'est ce que je disais dans mon premier spectacle, quand des fois je vois des rebeux, donc des beurs comme moi, comment ils se comportent en France, c'est pire que les colons. Tu vois, je reviens de Marrakech, je vois des mecs, soit ils n'ont pas de parents, soit ils n'ont pas d'éducation, soit les deux. Mais comment ils se comportent, même un blanc raciste fait moins d'esclandres à Marrakech, tu vois. C'est comme si le Maroc était à eux, et sous prétexte qu'ils ont un peu d'argent dans la poche, ils peuvent tout se permettre. Tu vois, tout ça, j'ai besoin de le dire au public du Maroc pour qu'ils comprennent aussi que nous, on est conscients de certaines lacunes qu'on a pu dégager durant ces années. Moi, tu sais, je crois que j'avais 14 ans, j'ai totalement reconnecté avec mon histoire familiale. Tu vois, j'avais mes grands-mères, j'en ai plus qu'une là, mais j'ai commencé à parler avec mes grands-mères et j'ai découvert le patrimoine qui était le mien. Je ne savais pas si j'étais français ou marocain, parce qu'en fait, je ne connaissais pas mon histoire. Et en fait, le fait de savoir d'où je viens, tu sais, il y a un proverbe marocain qui dit savoir d'où l'on vient un proverbe africain, pardon, qui dit savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Tu peux pas passer ta vie en France en disant je suis marocain, avoir le drapeau du Maroc, faire croire que tu t'intéresses, et ne même pas savoir ce qui était ton grand-père et ce qu'il a fait pour la France. Et c'est en apprenant et j'allais dire en m'intéressant au parcours de mon grand-père qui a fait, comme beaucoup de Marocains, qui a fait partie de l'armée française, tout ça, qui a tabassé des nazis, que j'ai réalisé qu'en fait j'étais encore plus français que les fachos que j'affrontais. Tu vois, un raciste aujourd'hui, dans un débat, il parle avec moi, je vais lui dire mais qu'est-ce qu'il a fait ton grand-père? Il vendait du beurre aux Allemands. Et tu vois ça, cette assurance que je peux par moment revendiquer, alors que je suis pas quelqu'un qui est très sûr de lui, en tout cas je sais que j'allais dire le terme, parce que je le trouve assez magnifique, l'asl dialecte, c'est ce qui vraiment te bâtit, et ensuite par voisinage, tu vois, est-ce que je suis vraiment que marocain? Oui, évidemment dans mes gènes, dans ma culture, mais le fait d'avoir grandi dans les quartiers avec des Antillais, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, fait, comme je te disais tout à l'heure, que quand j'arrive en Afrique, je suis pas très dépaysé. L'artiste, c'est un traducteur, c'est pas un moralisateur. C'est quelqu'un qui doit être capable de dire tout ce que vous me dites, je vais le transmettre à travers, je vais le synthétiser, évidemment avec un sketch drôle, mais jamais je serai dans la moquerie là-dessus. Au vu de contexte politique marocain que j'ai beaucoup suivi, quand j'ai vu ce que les islamistes ont fait quand ils ont pris le pouvoir au Maroc politiquement, ça m'a intéressé.
Tu vois, j'ai eu un jugement parce que j'ai vécu ici, j'ai regardé durant cette période-là ce qui s'est passé, je me suis dit, il y a des vannes à faire. Tu vois, ces gens-là qui n'arrêtaient pas de dire on veut le pouvoir quand on leur a donné, le pouvoir c'est quelque chose de difficile à gérer. Tu vois, c'est pas... et à tout bout de champ, tu peux faire par mimétisme ce qui se passe en ce moment en France. L'extrême droite voulait le pouvoir, l'extrême gauche voulait le pouvoir, on leur a donné, est-ce que ça va mieux? Non, ça ne va pas mieux. Parce qu'en fait, les sociétés ne sont pas gérées par les politiques. Dorénavant, elles ont une sphère annexe qui s'appelle Internet où les gens ont un contre-pouvoir permanent. Tu vois bien quand tu allumes les réseaux sociaux, on dirait que tout le monde est ministre. Et tu vois, et ce qui est intéressant, c'est quand, même à titre de comparaison, est-ce que je vais faire des blagues sur le Covid au Maroc? Non, parce que je trouve que la situation était bien gérée, objectivement. Tu vois, il y a des humoristes, par exemple, ils disent, faut faire des vannes, même si, non, si ça s'est bien passé. Faut dire, moi, je suis un humoriste parce que, déjà, je viens d'une ville quasiment qui te l'impose, c'est-à-dire Marrakech est connue pour être une ville, tu vois, je veux le dire avec beaucoup de sympathie, mais on n'a pas attendu le Marrakech du rire. Marrakech est une ville drôle. C'est pas Marrakech du rire qui est à l'UNESCO, c'est Jemaa el-Fna. Et tu vois, et là j'y étais il y a 3 jours, j'ai traîné à Jemaa el-Fna, il est quand même évident que tous les mecs qui sont là sont plus marrants que moi. Je sais pas si tu mesures, moi je vais venir jouer à Rabat et à Casa, il y a une salle, on va m'aider à faire venir du public, et je vais dormir à l'hôtel dans des conditions optimales. Le mec de Jemaa el-Fna, il habite derrière, il vient avec son vélo, il commence un sketch, et vu qu'il est marrant, les gens vont l'encercler, et il va jouer 8 heures, 9 heures de spectacle. C'est pour ça qu'en ce moment on me dit oui, mais ton spectacle il dure 3 heures. Oui, mais 3 heures, il y a la clim, t'es dans des conditions optimales. Le mec de Jemaa el-Fna, il y a Kfta, il y a un singe à côté, il y a des serpents. Et tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai appris que les chiens ne faisaient pas des chats. Tu sais, j'ai appris, et c'est ça qui m'a donné envie aussi de faire ce métier, que mon arrière-grand-père, arrière-grand-père, était comique à Jemaa el-Fna. Et tu vois, ça m'a surpris. C'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Bon, c'est un peu plus technique. Mon nom n'est pas Blattar. Mon nom, c'est Ben Attar, le fils de l'épicier. Et en fait, mon arrière-grand-père était un faux épicier. C'est-à-dire, il vendait des épices, mais en même temps, il faisait des blagues. Et quand il allait trop loin, il faisait croire qu'il était épicier. Le jour où on me l'a dit, je me suis dit, pourquoi ne pas perpétuer cette tradition? Et puis surtout, tu le sais parce que tu vis au Maroc. Les gens de Marrakech sont des gens extrêmement courtisés. Sa Majesté Hassan II avait un bouffon qui s'appelait le Haj Bim Bim, qui était, selon les dires de certains, très puissant, parce qu'il avait cette capacité à faire rire, à raconter aussi ce qui se disait dans la rue. J'étais à Casa quand il y a eu les émeutes du Rif. Donc je peux t'en parler, c'était en 2017. Et je connaissais l'histoire du Rif sans trop la connaître. Je vais pas mentir, moi je suis de Marrakech et de Casa. Donc l'histoire du Rif, la souffrance rifaine, pour nous, gens de la ville Marrakech-Casa, on est passé à côté. C'est que si tu connais un rifin que ça te touche. Il s'avère que j'ai pris position publique à l'époque pour dire que je trouvais grave ce qui se passait. Tu vois, vraiment, tu peux pas dire c'est normal. Ce qui m'a affecté, c'est qu'en Belgique, ça a pris une dimension de tricherie, parce que tu découpes mon sketch, tu me fais dire quelque chose que j'ai pas dit. J'ai joué récemment en Belgique, tu vois, où j'ai fini en larmes sur scène, parce que ma salle était pleine et il y avait que des rifins. J'ai joué le sketch devant eux, et tu vois, rien que t'en parler, j'ai la gorge serrée. Et les mecs m'ont dit non, mais... Et en fait, moi, parce qu'il y a des gens, ils savent pas utiliser leur combat politique, tu veux manipuler moi mon sketch pour réussir à faire passer un message? Faire passer quel message? Est-ce que moi, Yacine Bellatar, en m'engageant publiquement sur la cause rifaine, je suis plus engagé qu'un rifin qui est derrière son compte Twitter avec 100 abonnés? J'ai plein de collègues à moi qui disent « mais on peut pas s'engager, ça va être mal pris ». Oui, tout va être mal pris, frangin. C'est pour ça que moi, ce qu'on dit, il y a un humoriste anglais qui s'appelle Ricky Gervais qui dit « bonne ou mauvaise blague, sors-la. La garde pas pour toi, ça crée des ulcères ». C'est vrai. Et c'est vrai que quand tu arrives avec tes gros sabots de français à vouloir parler de tout et de rien, en fait, tu parles mal de tout, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être capable aujourd'hui d'être sincère. C'est ma seule démarche. Et je pense que j'espère le seul talent que j'ai, c'est une question de sincérité. C'est ça que les 2 dates que je vais faire au Maroc sont importantes pour moi, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre. Mais moi, ma vie, elle est en danger. Je suis, comme tu le vois, et je te remercie pour... Des fois, je vois ton soutien, mais je suis menacé de mort. Ma parole publique est aujourd'hui extrêmement identifiée par des gens d'extrême droite, et c'est devenu invivable. Ma carrière allait changer quand dans la rue, on passe à « vous êtes drôle » à « est-ce que ça va ?» C'est pas la même question. C'est la dangerosité de ce que je faisais est venue du public. Elle n'est pas venue de moi. Moi, je suis un artiste, je suis inconscient.
Quand je fais des business, je suis conscient. Mais quand je fais de l'artistique, normalement, c'est un terrain de jeu où normalement tu te dis, il n'y a pas de limite. Et en fait, la limite, je l'ai trouvée dans ce pays. C'est pour ça que j'arrête ma carrière, parce que j'ai envie de montrer aux Français en disant, regardez, on peut même plus travailler sereinement. Quand tu reçois tous les jours des menaces en disant, on va tuer ta famille, sale bougnou, tous les jours, tu vois, tous les jours que le ministère de l'Intérieur t'appelle en disant, ouais, faites attention, ceci, cela. Tu dis, mais attendez, moi, à la base, je suis là pour faire des blagues. À quel moment ma carrière, elle doit croiser des flingues? La parole musulmane n'existe même plus médiatiquement. Elle est soit absolument caricaturale, comme l'imam Chalgoumi, ou soit elle est totalement obsolète. Et pardon de dire ça, c'est celle de nos parents. Oui, monsieur. Tu vois, là, il y a un mois, je te le dis, j'ai reçu la menace qui m'a fait arrêter. J'étais chez moi et on m'a envoyé, je ne suis plus sur Twitter, Dieu merci. Et là, on m'envoie, on va faire une Christchurch, on va rentrer dans ton théâtre et on va tirer sur ton public. Et d'un coup, je me suis dit, et je te le dis avec beaucoup de sincérité, je me suis dit, attends, est-ce qu'il n'y a que moi qui vis ça là? Attends, moi si j'étais musulman, en tant que musulman, si j'écrivais ça pour un théâtre, je serais dans la seconde, je serais arrêté. Et à juste titre. Moi, le mec qui m'a écrit ça, Frangin, à l'heure où je te parle, il est dehors. Il a été identifié parce que mes avocats ont porté plainte. Mais quand tes avocats, ton budget avocat, c'est le budget du Burundi, ça va pas fort. Moi, mes avocats, je les aime d'amour. Mais là, il y a quand même un problème. C'est qu'ils me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'acte symbolique, c'est je me retire. Moi, il y a quelqu'un, il m'a menacé de mort. L'État français a fait un travail exceptionnel, ils l'ont trouvé et tout. Mais je veux que ce procès-là prenne une dimension où on l'entend. Être musulman en France égale danger. Il n'y a pas de retraite dans mon métier. Je peux revenir à 50 ans, comme je peux revenir à 43, comme je peux ne pas revenir. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et si je m'arrête, je te le dis, j'ai pas honte. J'ai pas un goût d'inachevé, puisque je dis toujours ce que je pense. Et aujourd'hui, pourquoi surcharger? Pourquoi émotionnellement te réveiller le matin, être menacé? Tu sais, c'est une autre vie. J'ai 4 gardes du corps à Paris, c'est beaucoup. Tu sais ce que c'est pour un mec qui fait des blagues de marcher avec des gardes du corps? Tu te dis, mais attends, je suis pas Britney Spears. Mais la peur a été quelque chose de très clairement favorable à ma créativité. Plus vous avez voulu me faire peur, plus j'ai ressenti le fait et l'accomplissement d'écrire des blagues sur vous. Je ne baisserai pas la tête. Et maintenant, la vérité, c'est qu'au Maroc, j'ai une nouvelle page qui s'écrit. Je m'investis au Maroc, j'investis au Maroc, et j'ai envie de faire un beau projet au Maroc, j'ai envie de faire des belles choses pour le Maroc, mais avec les Marocains et pour les Marocains. Mais ce que je veux dire à tous les gens qui regardent cette interview, c'est de se dire, nos parents nous ont pas laissé des grandes villas, ils n'ont pas laissé des grands appartements, mais ils ont laissé un nom de famille. Et c'est ça qui permet d'avoir ce que tu veux dans la vie. Et franchement, il y a un Marocain qui m'a dit quelque chose, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont laissé tes parents? Il m'a dit l'éducation, tarbiya. Et tu sais, ça m'a fait un déclic en disant, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ce qui fait que moi, je peux m'asseoir à la table de n'importe qui dans le monde et d'être respectable et respecté, c'est parce que mes parents, ils m'ont donné les codes pour l'être. Et c'est pour ça que le public marocain avec qui je partage cette éducation, quand il veut venir dans le spectacle, je veux qu'ils se disent, ok, c'est quelque part l'un des nôtres. Voilà.